99% des espèces qui ont vécu sur Terre ont été détruites par une série de catastrophes. Plusieurs fois, la vie a failli disparaître complètement. Mais sans ces catastrophes, nous ne serions pas là non plus. Juste après sa naissance, un violent événement a complètement transformé la Terre. Dans le vide glacial du système solaire, deux planètes sont entrées en collision. L'une d'elles était la nôtre. Au lieu de la détruire, l'impact l'a rendue habitable. La Terre est née il y a 4,5 milliards d'années. Son histoire se déroule sur une échelle chronologique immense, difficile à se représenter. Imaginons qu'on la résume en 24 heures. L'horloge se met en marche à 0 heure. La première catastrophe va se produire dans quelques minutes, alors que la formation de notre système solaire n'est même pas terminée. 20 bébés planètes entourent une nouvelle étoile, le Soleil. L'une d'elles est la Terre. Sa surface est une vision d'enfer. Pas d'eau, pas d'oxygène. Toute la planète est entourée de gaz volcaniques. Avant même qu'elle ait le temps de se stabiliser, elle heurte une autre planète qui tourne elle aussi autour du Soleil. Cette collision qui a failli anéantir notre jeune planète déclenche une suite d'événements qui vont la transformer et aussi donner naissance à la vie. Sans elle, il n'y aurait rien de vivant, y compris nous. Comment savons-nous ce qu'il s'est passé? Et comment cette collision a-t-elle rendu l'évolution possible? L'astronome Bill Hartmann a passé sa vie à étudier les débuts du système solaire. Pas facile avec le peu de traces qu'il en reste. Les traces du tout début de l'histoire de la Terre ont été complètement effacées par l'érosion, la pluie, la dérive et le choc des continents, l'émergence de montagnes, etc. Pour étudier les premiers âges de la Terre, on examine la surface des planètes voisines. Par exemple, Mercure et Mars sont couvertes de cratères causés par des impacts. Ces cratères, qui datent d'il y a plus de 4 milliards d'années, apportent à Bill Hartmann de précieux renseignements. Il y en a qui peuvent atteindre 150, voire 300 km de diamètre. D'autres mesurent 1000 km de diamètre. Ce sont de vraiment très vastes objets. Ces cratères rappellent une très violente période. Une multitude de débris cosmiques parcourait alors le système solaire. Par millions, des astéroïdes et des comètes percutaient les jeunes planètes. Aucun endroit n'y échappait. La Terre était sans doute bombardée aussi. Grâce à cette fenêtre ouverte sur les débuts de l'histoire, nous avons compris que la Terre a elle-même subi des impacts énormes, terribles, qui auraient vraiment pu la dévaster. Ça donne à réfléchir sur les effets qu'aurait un impact géant maintenant. Non seulement de petits astéroïdes frappaient les planètes, mais aussi d'autres, beaucoup plus gros. Et plus un astéroïde est gros, plus les conséquences sont spectaculaires.
L'impact est un processus merveilleusement paradoxal. D'un côté, des millions de petits impacts produisent des résultats semblables. De l'autre, les gros impacts donnent une personnalité individuelle aux planètes. Prenons notre planète par exemple. Elle est inclinée selon un angle de 23 degrés. Un satellite tourne près d'elle en orbite. La Lune. Bill Hartmann a proposé une théorie radicale fondée sur ces deux éléments. La Terre aurait été percutée par quelque chose d'aussi gros qu'une autre planète, avec deux résultats, cette inclinaison et la Lune. Les planètes ont fini de se former, mais il restait aussi des objets dispersés dans l'espace. L'un d'entre eux a pu percuter la Terre juste quand elle finissait de se former. Sous l'impact, de la matière s'en est séparée, et tournant en orbite autour de la Terre, elle est devenue la Lune. Bill Hartmann a représenté en image l'instant où la Terre et l'autre planète sont entrées en collision. La Terre fonce à travers le système solaire. Une vingtaine d'autres planètes font exactement la même chose. L'une d'elles, Theia, est à peu près de la même famille que Mars. Elle tourne autour du Soleil à exactement la même distance que la Terre. Theia percute la Terre à 32 000 km/h avec la force de milliards de bombes atomiques. L'impact arrache d'énormes fragments de la croûte terrestre. Des milliards de tonnes de débris sont projetés dans l'espace. Un anneau de poussière et de roches incandescentes se forme autour de la Terre. Pendant un siècle, la poussière et les roches vont s'agglutiner pour former une boule 50 fois plus petite que la Terre. Ce sera la Lune. Dans les années 1960, Bill Hartmann a du mal à faire admettre cette hypothèse. Pour les scientifiques, tout se passait lentement, à l'échelle géologique. Selon eux, des montagnes s'usaient, grain de sable par grain de sable. Que la Lune soit le résultat d'un seul événement colossal, ils n'arrivaient pas à l'avaler. La NASA va donner un coup de pouce à la théorie de Hartmann. En 1969, Eagle, le module lunaire d'Apollo, se pose sur la Lune. Le programme Apollo a permis aux astronautes américains de poser 6 fois le pied sur la Lune. Ils explorent sa surface, tournent autour des cratères et rapportent 400 kilos de roches. Pour la première fois, les scientifiques peuvent déterminer de quoi la Lune est faite. Les résultats sont étonnants. La matière des échantillons est remarquablement similaire à celle de la couche extérieure de la croûte terrestre. Pour la plupart des chercheurs, c'est une découverte intéressante. Pour Bill Hartmann, c'est une preuve essentielle. Les roches crustales, c'est-à-dire les roches de la croûte terrestre, reçoivent donc un énorme impact qui les disperse dans l'espace. Et ce matériau forme la Lune. Mais de nombreux scientifiques restent sceptiques. Ils ne voient pas comment la Terre et son satellite ont pu naître d'une collision cosmique. Certains me disaient qu'il fallait d'abord éliminer toutes les autres hypothèses, tellement celles-ci étaient extravagantes. Bill Hartmann obtient enfin la preuve qu'il recherche grâce à l'astrophysicienne Robin Canup.
elle étudie les satellites de Saturne à l'aide de modèles informatiques. Bill Hartmann m'a demandé « Vos modèles sur la formation des satellites dans les anneaux de Saturne, avez-vous pensé à les appliquer aux origines de la Lune ?» Et j'ai dit non. Avec le même programme de modélisation, elle recrée les débuts du système solaire. Puis elle simule une collision qui, telle que Bill Hartmann l'a décrite, produirait la Terre et la Lune. Nous voilà donc, il y a 4,5 milliards d'années, à la fin de la formation de la Terre. Dans l'espace, une petite planète, là, sur la droite, va percuter la Terre, qui est plus grosse ici sur la gauche. La collision se produit en oblique. On voit que la planète qui a frappé la Terre est complètement détruite par l'impact. Les modèles de Robin Canup montrent que Theia est complètement anéantie. La Terre survit de justesse. L'impact est tellement puissant qu'il la déforme. La Terre réagit comme une grosse goutte de roche fondue. L'impact a créé le même genre d'onde que celle qu'on déclenche en lançant un caillou au ras de l'eau. Cette onde s'est propagée sur toute la surface de la planète. Le choc a déclenché un raz-de-marée de lave en fusion. Cette collision est incroyablement violente, tellement violente qu'elle produit assez d'énergie pour faire fondre complètement la Terre. D'ailleurs, après l'impact, la Terre est entourée d'une atmosphère de roches pulvérisées. Des milliards de tonnes de débris sont propulsés dans l'espace. Une partie de la planète qui a causé l'impact est arrachée et forme cette longue bande de matière. Celle-ci produit ce disque, représenté ici presque sur la tranche. La matière de ce disque va se compacter pour former la Lune. Les modélisations de Robin démontrent que la Lune est bien constituée de débris provenant de Theia et de la Terre. J'ai dit à mon collègue, tu ne vas pas me croire, mais j'ai essayé un impact à environ 45 degrés d'angle, avec une planète de la taille de Mars, et tout a bien marché. Il m'a dit, revérifie. Alors j'ai encore fait une quantité de simulations qui confirment que ce type d'impact est à l'origine du système Terre-Lune que nous connaissons aujourd'hui. C'était formidable. Les modèles de Robin disaient que oui, il pouvait y avoir des débris qui restaient en orbite autour de la Terre et que la Lune allait naître de ces débris. La collision a déclenché une remarquable suite d'événements qui bouleversent la Terre. Elle devient une infernale marmite climatique, marquée par des conditions météorologiques extrêmes et agitée de gigantesques marées. Étrangement, ces conditions épouvantables vont servir de creuset à la vie. Seulement 10 minutes ont passé sur l'horloge de l'histoire terrestre, ce qui représente en réalité 30 millions d'années. C'est la deuxième période clé de la vie de notre planète. La Terre commence à se remettre de sa rencontre avec Theia. La Lune est là, formée des débris du désastre. La catastrophe a permis un nouveau commencement. D'un enfer, la Terre va devenir une oasis. La collision a modifié sa rotation. Pour comprendre comment,
les chercheurs ont reconstitué les événements survenus juste après l'impact. Ithaca, dans l'État de New York. Judith Nagelmayers est paléontologue. Elle cherche des éléments indiquant comment la Terre était juste après la collision. Comme il ne reste aucune trace de la période qui a suivi l'impact, les scientifiques doivent remonter le temps à l'aide d'autres indices. Pour Judith, c'est du corail fossilisé. Il fut un temps où cette région était couverte par la mer. Les coraux fossilisés remontent à 400 millions d'années seulement. Mais ils apportent un élément essentiel sur l'environnement terrestre d'il y a 4,5 milliards d'années, à l'époque où la Lune est apparue. J'adore les fossiles. Ils ouvrent une fenêtre sur le passé. Grâce à ces restes, à ces squelettes, on peut reconstituer l'environnement tel qu'il était, longtemps avant l'apparition de l'homme. Les fossiles de corail ont une curieuse propriété qui témoigne au jour le jour de ce qu'était la Terre autrefois. Pour s'abriter, les coraux fabriquent des couches calcaires, une par jour. On l'observe dans tous les récifs de corail, encore aujourd'hui. Quand on observe de près ces coraux modernes, on voit ces petites lignes de croissance qui sont comme celles des arbres. Nous savons aujourd'hui que chacune de ces lignes représente une journée. En se superposant, les couches créent chaque année un anneau. Sur ces coraux modernes, on peut vraiment compter 365 lignes de croissance par an. Les coraux fossilisés, qui datent d'il y a 400 millions d'années, présentent non pas 365 lignes de croissance par an, mais 410. Donc, quand ils étaient vivants, une année durait non pas 365 jours, mais 410. Mais la durée de l'orbite terrestre autour du Soleil n'a jamais varié. S'il y avait plus de jours dans une année à l'époque, c'est que les jours étaient plus courts. Par conséquent, quand cet animal vivait dans la mer, il y avait moins d'heures dans une journée que maintenant. Il y a 400 millions d'années, une journée ne durait que 21 heures. Si les jours étaient plus courts, c'est que la Terre tournait plus vite. D'après sa vitesse de rotation il y a 400 millions d'années, on a calculé sa vitesse de rotation juste après la collision. Il y a près de 4,5 milliards d'années, une journée ne durait que 6 heures. L'énorme impact avec Theia a fait tourner la Terre 4 fois plus vite qu'aujourd'hui. Cette rotation rapide a déchaîné les pires intempéries que la planète n'ait jamais connues. De phénoménaux ouragans ravageaient la surface de la Terre. Après sa rencontre avec Theia, la probabilité qu'elle puisse devenir habitable était faible. Il est maintenant 0h12 sur notre horloge. Nous sommes il y a 4,5 milliards d'années. Des comètes de glace s'écrasent sur la planète. C'est un bombardement sauvage, mais pas une catastrophe. En fait, c'est même une chance. La glace fond et se mélange avec de l'eau condensée provenant de l'intérieur de la Terre. Ensemble, elles créent les premiers océans. Mais la jeune planète est toujours un endroit violent et hostile.
des vents soufflant à 800 km/h balayent sa surface. L'atmosphère est un cocktail mortel de gaz carbonique et de pluie acide. La Lune s'élève dans le ciel. Elle n'a pas son aspect d'aujourd'hui car elle est 10 fois plus proche et qu'elle est juste au-dessus de l'horizon. C'est un autre résultat de la collision, mais cette fois, c'est plutôt bon signe. La Lune étant plus près de la Terre, sa force gravitationnelle est beaucoup plus importante. Son attraction s'exerce en particulier sur les océans nouvellement apparus. Leurs énormes marées déferlent à des centaines de kilomètres par heure. Malgré les apparences, au lieu d'empêcher la vie, cela va lui permettre d'apparaître. Voici la baie de Fundy au Canada. C'est l'un des endroits du monde où l'amplitude des marées est la plus grande. Elle peut atteindre 15 mètres. Neil Cummins est astrophysicien. Les marées d'aujourd'hui l'aident à comprendre celles du passé. J'espère voir ici une de ces hautes vagues déferlantes d'1,50 m à 1,80 m qu'on appelle un mascaret. Neil Cummins pense qu'à cause de la proximité de la Lune, les marées d'autrefois étaient encore plus rapides et plus hautes que celles de la baie de Fundy. En observant le mascaret, il voit des forces comparables à celles qui ont modelé le paysage et créé les conditions nécessaires à l'apparition de la vie. Là-bas dans le chenal, on commence à voir le mascaret. On voit la vague qui s'enroule. Oui, on voit l'écume. C'est absolument fascinant. On l'entend qui arrive. Ici, on a le sentiment d'assister à quelque chose qui ne se passe nulle part ailleurs, ou presque. On va à sa rencontre ? Oh là, elle était grosse. « 100 milliards de tonnes d'eau de mer entrent et sortent chaque jour de la baie de Fundy. La vague fonce le long des rives du chenal. Elle emporte du sable, des minéraux et d'autres débris vers la mer. Selon Neil Cummins, cette érosion reproduit en miniature celle des temps anciens. À l'époque, les marées devaient être au moins 1000 fois plus hautes. Ici, il y a des marées d'une puissance incroyable. Mais ce n'est rien en comparaison. Ce mascaret se déplace à 12 km/h, contre 150 à 500 km/h à l'époque, d'après les estimations. Les vagues devaient pénétrer bien plus loin dans les terres et faire beaucoup plus de dégâts. Ces dégâts ont-ils favorisé ou entravé les débuts de l'évolution? Il y a 4 milliards d'années, chaque marée devait arracher des millions de tonnes de débris et laisser la côte complètement dévastée. Les océans dévoraient la jeune planète. Mais en engloutissant cette terre,
Il crée un environnement idéal pour l'émergence du vivant. Pour que la vie commence, il faut d'énormes quantités de minéraux qui puissent se mélanger et interagir dans les océans. C'est ce qui s'est produit grâce aux gigantesques marées provoquées par la Lune, quand elle était bien plus proche. Les mers sont désormais un véritable bouillon de précieuses substances nutritives. Les interactions chimiques qui se produisent dans cette mixture seraient à l'origine des premiers aminoacides, la structure de base des protéines qui sert de fondement à la vie. Des cellules primitives allaient émerger de ces ingrédients. La collision phénoménale qui a failli détruire la Terre serait donc la cause de notre présence ici. Cette catastrophe nous a donné la Lune. La Lune nous a donné les marées. Sans elle, la vie en serait peut-être encore au même point. Sans ce processus, il y aurait eu très peu d'érosion sur les côtes. Les océans n'auraient pas reçu assez de débris pour qu'apparaisse ce bouillon originel. Et l'évolution n'aurait pas pu commencer dès cette époque très ancienne. Au fond des mers, de simples chaînes de molécules allaient être les précurseurs du vivant. En dehors de l'eau, le monde était toujours aussi hostile. La planète tournait à toute vitesse. Le climat était chaotique, les marées trop brutales pour que la vie apparaisse. Si la Lune ne relâchait pas son empreinte sur la Terre, l'évolution allait en rester là. Sur notre horloge, il est 3h20 du matin. Un demi-milliard d'années s'est écoulé depuis la collision qui a créé la Lune. Dans l'intervalle, les mers étaient trop agitées pour qu'un organisme monocellulaire puisse évoluer. Qu'est-ce qui va calmer la planète et lui permettre de passer à l'étape suivante ? Nous sommes en Afrique du Sud, dans la province du KwaZulu-Natal. La paléontologue Nora Noffke cherche à savoir comment la vie est apparue. Dans cette gorge, elle a découvert des fossiles qui pourraient lui apporter une solution. Ils sont la trace d'une des premières formes de vie sur la planète. Ce qu'ils révèlent est stupéfiant. Il y a 3 milliards d'années, quand ce ravin était au fond de la mer, l'eau grouillait de bactéries. 1 milliard d'années après la collision, la vie était florissante sur Terre. C'est vraiment l'un des grands moments de ma carrière. Nous avions cherché des fossiles toute la journée. En fin d'après-midi, avec la lumière rasante du soleil, nous avons vu des fossiles surgir tout autour de nous. C'était vraiment incroyable. Ces fossiles étaient les restes de vastes colonies de bactéries qui tapissaient les mers peu profondes. Ces bactéries faisaient partie des premières cellules vivant sur la planète. Il en existe encore de presque identiques. Voici des colonies bactériennes vivantes. On les appelle des tapis microbiens. Et elles ressemblent vraiment à des bouts de moquette verdâtre. On en trouve partout à l'heure actuelle sur les plages de sable. Leur ressemblance avec leurs ancêtres est frappante. Vous voyez, la surface rocheuse est verdâtre, comme le tapis microbien vivant. Avec mon doigt, je suis le bord du tapis microbien, ici.
On voit le sable en dessous. C'est exactement le même tapis microbien que ce fragment. Mais il est fossilisé et il a 3 milliards d'années. Cette gorge fourmillait d'une étonnante diversité de communautés microbiennes. Des écosystèmes aussi complexes que ceux d'aujourd'hui. Ces roches révèlent aussi un autre secret. Elles montrent comment cette vie bactérienne est devenue possible. Leur surface conserve la trace non pas d'une mer violemment agitée, mais d'eau paisible et peu profonde. La première fois que j'ai examiné cet affleurement, j'ai vu toutes ces marques en forme de rides, les mêmes que celles qu'on voit sur le sable quand on se promène sur une plage. Ces structures sont remarquablement bien conservées ici. On dirait que la mer vient juste de se retirer, alors que ses traces remontent à 3 milliards d'années. À l'époque, de douces vagues venaient lécher le rivage. Pas le moindre signe de marée géante ou d'ouragan. Ce site montre qu'il y a 3 milliards d'années, sinon plus, les conditions de vie étaient normales. On a donc un environnement paisible ici, où la vie pouvait évoluer. Une fois de plus, la Lune et son effet d'attraction sur les océans avaient changé la donne. Dès leur apparition, les marées ont ralenti la rotation de la Terre. C'est comme les freins d'une voiture. En faisant pression sur le pneu, ils le ralentissent. C'est ce qui s'est passé avec les marées. C'est ce qu'on appelle le frottement des marées. Lorsque la marée arrive contre la Terre, celle-ci crée un frottement. Et ce frottement ralentit véritablement la planète. Ce ralentissement se prolonge sur des millions d'années. Il a pour effet d'allonger les jours et de calmer les ouragans. Mais en soi, cela ne suffit pas à calmer les mers paisibles dont on retrouve les fossiles au KwaZulu Natal. La Lune est encore trop proche de la Terre et sa force d'attraction sur les océans trop forte. Pour transformer les marées géantes en vaguelettes, il faut que quelque chose d'autre se produise. On va l'apprendre grâce à la dernière phase du programme Apollo. Voici l'observatoire McDonald dans l'ouest du Texas. 40 ans après l'arrivée du premier homme sur la Lune, la mission Apollo est toujours d'actualité. Jerry Wyant, ingénieur à la NASA, poursuit l'œuvre des astronautes à l'aide de son télescope à laser. Sa mission consiste à mesurer la distance qui sépare la Terre de son satellite. Nous sommes le dernier élément restant de la mission Apollo. Les gens croient que ce projet est mort et enterré. Alors ils sont surpris quand je leur dis ce que je fais, qui consiste à envoyer un rayon laser vers la Lune. Derrière eux, les astronautes ont laissé sur la Lune un drapeau américain. Et autre chose, des réflecteurs. Presque tous les jours, Jerry et son collègue pointent leur laser vers l'un de ces réflecteurs. C'est un laser d'1 milliard de watts. Nous le dirigeons vers le réflecteur sur la Lune. Et nous mesurons le temps qu'il faut à ce rayon pour aller jusque là-bas et en revenir. Et voilà, nous avons nos chiffres.
Le laser mesure au trillionième de seconde près le temps qu'il faut à la lumière pour faire l'aller-retour de la Terre à la Lune. Encore faut-il d'abord trouver le réflecteur. Chaque panneau est grand comme cette carte. Imaginez ce que c'est que d'atteindre quelque chose de cette taille, situé à 380 000 km. Ce n'est pas facile. La nuit doit être claire. Ensuite, il faut localiser la cible. Ils se ressemblent tous. Oui, c'est facile de s'y perdre. Parfois, il faut 4 heures pour repérer le réflecteur. Ça, juste là, ça a l'air bon. C'est le réflecteur sur la Lune. Ce soir, le faisceau laser met 2 secondes et 39 centièmes pour faire l'aller-retour. Quand je vois la Lune dans le ciel, au lieu d'avoir des idées romantiques, je me dis « Chouette, j'espère que le laser va marcher ». Ce n'est peut-être pas très romantique, mais c'est extraordinaire en tout cas. Le laser de Jerry Wyant met chaque année un peu plus longtemps pour aller et revenir, parce que la Lune s'éloigne. L'une des raisons pour lesquelles nos données intéressent les scientifiques, c'est qu'ils suspectent que la Lune s'éloigne de la Terre, et nos données le leur confirment. Oui, elle s'éloigne, effectivement. La Lune s'éloigne de 3,8 cm par an. C'est ce qui explique que les océans se soient calmés et que le vivant soit apparu. Il y a 3,5 milliards d'années, la Lune n'était qu'à 24 000 km de la Terre. C'est ce qui entraînait des marées géantes. Mais curieusement, ce sont ces marées qui ont repoussé la Lune. Elles étaient tellement énormes qu'elles avaient elles aussi une force gravitationnelle. Cette force s'est exercée sur la Lune qui les avait créées. La force gravitationnelle de l'eau agit sur la Lune, qui elle-même avait d'abord soulevé cette eau. Et cette eau repousse la Lune en lui donnant de l'énergie. La rotation de la Terre projette la Lune à distance, comme le mouvement du lanceur de marteau. C'est une sorte de danse de la Terre avec la Lune. La Lune provoque les marées sur Terre. Les marées font que la Lune gagne en énergie et s'éloigne. Toutes les deux dansent ainsi depuis 4,5 milliards d'années. La vie était donc née alors que tout semblait s'y opposer. Mais alors que la vie commence à prospérer, une nouvelle catastrophe approche. Elle va détruire presque toute la planète, car des bactéries commencent à dégager un poison mortel. L'oxygène. Il est 8h10 sur notre horloge planétaire. Plus d'1 milliard d'années se sont passées depuis la collision avec Theia. Cet impact a permis aux bactéries de se développer dans un milieu marin. Certaines d'entre elles ont développé un nouveau processus qui influencera toute la vie terrestre. Il va éliminer de nombreuses espèces, mais sans lui, des êtres complexes n'auraient jamais vu le jour.
Ce paysage aride est celui du haut désert, dans le nord du Mexique. Lui aussi est une fenêtre ouverte sur le passé. C'est l'un des rares endroits du monde où on peut se faire une idée de la Terre telle qu'elle était probablement il y a 2 milliards d'années. À ce stade, la planète est à un tournant de son évolution. La biologiste Janet Sieffert étudie les bactéries qui vivent dans ces étangs. Elle lui apporte d'incomparables renseignements sur la transformation de la planète. Dans ces étangs, on voit à l'œil nu des signes de présence de ces communautés bactériennes. Cet endroit est très semblable à ce que la Terre devait être. Elle était certainement dominée par les bactéries. Il n'y avait pas de gros animaux, pas de végétaux. Ceci est donc pour nous comme un fac-similé de la planète de l'époque. Janet Sieffert s'intéresse à ces curieuses excroissances calcaires. Malgré les apparences, ceci est extrêmement remarquable. On dirait un simple caillou trouvé au fond de cette rivière. Mais en fait, il s'agit d'une communauté microbienne complexe. Ces excroissances s'appellent des stromatolites. Elles sont composées de bactéries qui, à force de déposer du calcaire, construisent ces mini-récifs. Ces organismes sont presque identiques à ceux qui peuplaient la Terre autrefois. Ces stromatolites fossilisés se trouvent dans une chaîne de montagnes du sud de l'Australie, les Flinders Ranges. Ils ont 3 milliards d'années. Il n'y a quasiment pas de différence entre ces structures et celles que Janet étudie aujourd'hui au Mexique. Chaque stromatolite contient des millions d'organismes bleu-vert, des cyanobactéries. Il y a 3 milliards d'années, leurs ancêtres ont mis au point un ingénieux moyen de se procurer de l'énergie. Une branche des bactéries a appris à tirer parti du soleil pour se procurer de l'énergie. Mais cela les a amenés à séparer les molécules d'eau en libérant du même coup un produit dérivé qui ne leur servait à rien, l'oxygène. Ces microscopiques cyanobactéries mettent au point un processus chimique, la photosynthèse, qui consiste à transformer la lumière du soleil en énergie. Ce processus produit accessoirement de l'oxygène. C'est une révolution biologique qui va bouleverser la vie de la planète. Les cyanobactéries introduisent de l'oxygène dans les mers, puis dans l'atmosphère. Si elles n'avaient pas développé la photosynthèse il y a 3 milliards d'années, il n'y aurait presque pas d'oxygène dans l'atmosphère à l'heure actuelle. Sans les cyanobactéries, notre évolution aurait été impossible. C'est grâce à elles que nous respirons de l'oxygène aujourd'hui. À partir du moment où les cyanobactéries ont appris à produire de l'oxygène, notre planète a été changée pour toujours. Cela a transformé la façon dont la biologie allait évoluer et cela a transformé l'atmosphère. Les bactéries qui ont créé ce processus le réalisent toujours aujourd'hui. La première fois que je suis venue nager ici, j'ai vu les petites bulles qui s'accumulaient sous le rebord de stromatolites. C'était incroyable d'assister au même processus que celui qui a créé notre atmosphère. Ces cyanobactéries étaient les ancêtres de tous les végétaux d'aujourd'hui. La photosynthèse a connu une réussite stupéfiante. Les bactéries ont prospéré et elles ont évolué. On considère les bactéries comme de vilains microbes qui donnent des angines. Mais si elles n'avaient pas réussi à exploiter l'énergie solaire et indirectement à produire de l'oxygène, vous et moi ne serions pas là, car c'est cela qui a permis l'évolution des animaux complexes. Mais pour les organismes qui ne pouvaient s'adapter, l'oxygène était une condamnation à mort. Au début, l'oxygène était un poison pour la plupart des êtres vivants. Son apparition était donc une catastrophe. Tout le vivant devait s'adapter à la présence d'oxygène dans l'atmosphère. Une minorité de bactéries apprennent à le maîtriser. Ce sont ces survivantes qui ont conduit à des êtres
tels que nous. Je trouve que j'ai de la chance, car sans ce gaz mortel, indirectement créé par les cyanobactéries et qui s'est accumulé dans l'atmosphère, je ne serais pas ici. Parmi toutes les nouveautés biologiques qui sont survenues depuis pratiquement 4 milliards d'années, c'est l'une des meilleures pour nous, les humains. 8h12 du matin sur notre horloge. L'atmosphère contient de l'oxygène et les océans sont peuplés de bactéries. L'évolution, la vie a commencé. Si on pense à tous les impacts qui ont pu rendre d'autres systèmes Terre-Lune beaucoup moins habitables que le nôtre, on peut se dire que nous avons eu de la chance, dans un sens. On peut le dire, nous avons eu de la chance. Et pas seulement lors de la collision avec Theia, mais à d'innombrables reprises pendant ces milliards d'années. On commence à comprendre que les catastrophes ont joué un rôle bien plus important dans l'évolution de la vie terrestre qu'on le croyait auparavant. Il faut se rendre compte que nous sommes l'aboutissement de cette longue chaîne d'événements extraordinaires. S'il s'était déroulé autrement, ce type ne serait pas ici, assis sur ce rocher. Conclusion, nous ne sommes pas ici grâce à nos mérites, mais grâce à notre chance. La grande collision n'a été que le premier coup de dé d'une longue série de hasards. Il y a de quoi méditer sur cette suite unique de hasards, tous nécessaires pour nous donner notre Terre d'aujourd'hui. Il aurait suffi d'une petite différence pour que le monde qui nous entoure soit totalement différent. Nous ne serions même pas là. Cela permet de comprendre qu'une catastrophe est toujours, à certains égards, un commencement. La collision était le commencement d'une nouvelle Terre. Elle a fait d'elle une planète différente de toutes celles de l'univers connu. Elle a marqué le départ d'une évolution longue et difficile vers la vie telle qu'elle est aujourd'hui.